en direct de chez Maurizio Italiani à Place Rigaud. J'ai la joie d'enfin rencontrer une personne que je ne connaissais qu'en photo et après les discours élogieux évidemment de François Calvet et de son assistant parlementaire Alban qui est à côté. Donc je la rencontre en vrai. Donc Lauriane Josande, sénatrice LR, donc les Républicains, comme disait la publicité, c'est quoi cette bouteille de lait? C'est quoi le mandat de sénateur? Et est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que les gens ont un regard et des passions tristes sur le politique. Ça sert à rien. Lauriane, vous servez donc à quelque chose. Bonjour et merci de l'invitation, cher Nicolas, ravi évidemment de vous rencontrer aussi parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous et notamment et surtout par François Calvet, donc voilà, le lien est là et je suis très heureuse de répondre à vos questions. Bon, évidemment, François a su démontrer qu'être sénateur ça servait à quelque chose. Il a eu d'autres mandats bien sûr qui ont permis d'exprimer tout ce que l'on peut faire en politique, mais c'est vrai qu'on vit une période particulière, le politique est dénigré, on ne comprend pas trop des fois à quoi nous servons, et donc a fortiori les sénateurs. Moi j'ai choisi ce mandat vraiment parce que je crois en la fonction et en la mission des sénateurs, et plus que jamais d'ailleurs il est important que le Sénat exprime sa voix. Pourquoi ? Parce que au niveau du Parlement, on a besoin d'une deuxième chambre. Donc on a un Parlement bicaméral en France et la chambre dite haute qui est le Sénat joue pleinement son rôle, a fortiori aujourd'hui, son rôle d'opposition politique, mais surtout, quand on est dans l'opposition, évidemment on s'entend, mais surtout, il porte la voix, le Sénat, des territoires. Voilà, de nos territoires, de ce qu'est la France. Alors certains diront d'en bas parce que évidemment on est plus au sud du sud de la France, mais il y a un glissement territorial. Voilà, on est très au sud, mais on est aussi, il faut le dire, dans un département où on souffre économiquement, on souffre politiquement. On a un département deuxième le plus pauvre de France après la Seine-Saint-Denis, plus haut taux de chômage. C'est quand même, voilà, on a des marqueurs forts qui sont des marqueurs sur lesquels il faut se battre, ou contre lesquels il faut se battre pour essayer de faire quelque chose. Et se dire la politique ne sert à rien, c'est renoncer. Et moi, c'est pas ma façon de concevoir les choses. Je crois qu'il faut se battre et les gens ont besoin qu'on s'engage pour eux aujourd'hui. Et dire le politique ne sert à rien, c'est qu'on laisse l'économique prendre la main essentiellement. Tout à fait. Et autant l'argent est un bon serviteur, il est un très mauvais maître. Tout à fait, mais en fait, il y a deux volets, c'est-à-dire que le monde économique a sa partie à jouer, essentielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Vous ne voulez pas tout collectiviser, Lauriane? Pas du tout, vous aurez compris que c'est pas... Vous n'êtes pas bolchevique. C'est pas ma philosophie politique. Moi, je défends les libertés à mon niveau. Je suis une libérale dans ce que le libéralisme a de positif, c'est-à-dire un libéralisme politique, donc avec au sens tocquevillien. Exactement, voilà, avec donc une démocratie moderne, une démocratie occidentale et la démocratie française qui en découle, au premier chef, et aussi pour laisser sur le plan économique aux entreprises, mais aussi aux territoires, c'est-à-dire aux acteurs publics et privés, une marge de manœuvre pour c'est-à-dire porter des initiatives. Réaliser des projets, créer bien sûr de la richesse, créer surtout de l'emploi et faire vivre donc les populations sur nos territoires. Alors, il y a une confusion entre les deux chambres. Les députés ne représentent pas le territoire ou la circonscription où ils ont été élus, ils représentent la nation en général. Mais vous, qui êtes élu par des grands électeurs, un grand, c'est pas la taille qui compte, mais le résultat est là, c'est-à-dire plutôt des élus de collectivités territoriales, pour le dire vite, vous représentez le territoire factuellement. Alors, comment ça se passe? Vous êtes mici dominici de l'État, pas de l'État, mais de la Chambre, pour voir comment ça se passe ici et faire remonter à
à Paris les réalités du terrain. Oui, tout à fait. En fait, c'est davantage dans un sens ascendant. C'est-à-dire que nous sommes effectivement élus par les élus alors municipaux, départementaux, régionaux, pour représenter le territoire, le département. Et donc notre rôle est de porter la voix de ces élus à Paris et au niveau national. Alors, on incarne aussi la nation, hein, nous sommes des élus nationaux, mais très spécifiquement, nous avons pour mission de porter la voix de nos territoires, surtout de nos élus locaux, et de les faire remonter à Paris, évidemment au niveau des préoccupations qui doivent se traduire éventuellement en texte de loi ou en intervention à notre niveau. Ça peut être interpeller le gouvernement, ça peut être contrôler... Il y a aussi des questions au gouvernement. Bien sûr. Voilà, c'est bien de préciser. Tout à fait, il y a la partie on fait la loi comme l'Assemblée nationale. Il y a des navettes entre les deux pour peaufiner tout texte de loi. Est-ce que vous avez possibilité de faire des propositions de loi Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. On fait. Donc finalement, vous avez plus de poids que le Parlement européen qui n'a pas d'initiative. Exactement. Nous avons là, comme il y a les européennes, c'est bien de le rappeler. Tout à fait, c'est tout à fait juste. On a donc un pouvoir d'initiative législative. On peut faire des propositions de loi. On a un pouvoir donc d'élaboration d'amendements des textes qui nous arrivent quand ils sont issus du gouvernement. On a des textes qui nous arrivent de l'Assemblée nationale, on a des textes qui sont proposés directement par les sénateurs, qui font l'objet, quoi qu'il en soit, d'une navette, ce qu'on appelle la navette, c'est-à-dire un examen au minimum une fois par l'Assemblée nationale et un autre examen au minimum encore une fois par le Sénat quand c'est une procédure accélérée. Et en principe, on doit tomber d'accord, et donc s'il n'y a pas d'accord, ou en tout cas l'adoption du texte dans les mêmes termes, se tient ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui a vocation à nous faire trouver un accord. Parfois, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que des fois, on dit le Sénat, finalement, il est relégué au second plan, parce que quand vraiment il y a un désaccord, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Parce que, voilà, l'Assemblée nationale dans notre Constitution, a pour vocation de soutenir le gouvernement, puisque c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui détermine la couleur politique du gouvernement. Alors, il faut savoir aussi que si par malheur notre président avait un souci, une mauvaise toux, un missile russe, le deuxième personnage de l'État, c'est le président du Sénat, M. Larcher, qui est actuellement M. Larcher. Donc, ce qui montre aussi le poids du Sénat dans la Constitution de la Ve République. Bien sûr. Alors, il y a des commissions. Vous êtes dans quelle commission, Lauriane? Alors moi, justement, je fais partie de la commission des lois. Voilà. Ah, ça tombe bien, dites donc. Et donc, vous examinez auprès, comme on dit quand on navigue. Oui, on examine quand les textes nous arrivent au Sénat, à peu près 80% des textes. Il y a d'autres commissions qui, par leur spécialité, sont amenées à se positionner directement sur les textes, mais la plupart des textes passent par la commission des lois, et surtout tous les textes les plus importants, les textes institutionnels, les textes qui portent atteinte ou en tout cas qui sont susceptibles d'avoir des effets sur la liberté, la propriété individuelle. Récemment, il y a des lois, il y a eu une proposition de loi qui permet, même dans le privé, si c'est rapporté, de mettre une amende. Vous étiez au courant, n'est-ce pas? De mettre une amende. De mettre une amende aux personnes qui pensent mal, en fait, dans le stade du privé, si c'est rapporté par une personne, si c'est dénoncé par une personne. Il y a une proposition de loi, précisément, je ne sais plus. Vous pouvez me dire exactement de quel texte vous parlez? Oui, alors je suis pas assez réveillé pour vous dire. Oui, mais voilà, mais ça a eu lieu. Il y a une grande pression, notamment sur la libre expression en ce moment à ce niveau-là. Bon, c'était pour le relever rapido, mais c'est pas ça le sujet. Alors parce que dans les épisodes précédents, j'ai demandé à vous rencontrer pour une histoire bien spécifique, c'est la fermeture des urgences de nuit de Medipol et de la dialyse de nuit, et des conséquences à venir sur la possible explosion des urgences de l'hôpital, puisque c'est 60% d'activités qui vont se reporter, et cet été, à mon avis, ça ne tiendra pas.
Donc vous êtes préoccupé par ça, parce que quand j'en ai parlé, j'ai pas eu l'impression que beaucoup se sont réveillés. Alors il y a la députée RN, donc Sophie Blanc, que j'ai interviewé au même endroit que vous. Il y a Monsieur Sol que je verrai tout à l'heure, mais le reste, ça n'a pas l'air d'infoler quelque chose. Vous, est-ce que vous trouvez ça un peu urgent, les urgences? Bah écoutez, nous avons fait le nécessaire à notre niveau, c'est-à-dire que nous avons interpellé, on a été interpellé par d'autres, hein, que ce soit des usagers ou par des professionnels. Donc, ce que j'ai fait immédiatement, c'est d'échanger, d'en discuter avec mon collègue Jean Sol, la santé et la spécialité. Et donc, nous avons sollicité une réunion avec les professionnels de la santé nous émouvant de cette difficulté supplémentaire, je dirais, dans un contexte où le système de santé est déjà fragilisé, dans les Pyrénées-Orientales, mais ailleurs aussi, mais nous parlons que des Pyrénées-Orientales, en tout cas chez nous, de cette fermeture des urgences, et donc on a demandé à avoir des réponses. Alors, en cascade, si vous voulez, du coup, en échangeant avec les responsables, notamment de la clinique Medipol, qui ont convenu d'être en proie à des difficultés. Nous avons compris, en tout cas moi pour ce qui me concerne, qu'il y avait multiples facteurs qui entraient en ligne de compte pour mieux comprendre le problème. Et on ne ferme jamais des urgences de gaieté de cœur, mais clairement on manque de médecins, on a un système aujourd'hui qui connaît aussi des difficultés économiques. On a malheureusement aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales une réalité à affronter qui nous amène, donc on va avoir une autre réunion demain soir avec, puisque nous avons saisi directement le directeur régional de l'ARS. Nous avons une réunion demain soir avec tous les acteurs. ARS, hôpital, clinique, conseil de l'ordre, les pompiers, SOS médecins, tous les acteurs vraiment, pour évoquer ces difficultés. C'est toute une chaîne en fait. Oui, en fait c'est un ensemble de choses, les urgences. C'est du moment où vous appelez, vous consultez, soit par téléphone, vous essayez de savoir où devez vous rendre, parfois parce que vous n'avez pas la réponse, qu'on vous envoie aux urgences, vous rendez aux urgences, au moment où vous êtes devant la porte, vous constatez que vous passiez en Xème position, vous avez tant d'heures d'attente, jusqu'au moment où vous êtes pris en charge dans l'établissement lui-même ou un autre selon la spécialité. Toute cette chaîne implique l'intervention de... Parce qu'il y a des urgences privées et publiques, par exemple, il y a des urgences à la Roussillonnaise spécialisées sur la main. Exactement. Il y a des spécialités par établissement et il y a aussi une capacité à recevoir. Donc, c'est différents critères qui font qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la régulation qui s'opère. Et cette régulation, elle demande à ce que tous les acteurs se croisent leurs données, leurs informations, leur approche des problématiques pour optimiser le système. Parce qu'effectivement, on a constaté aussi que même si on manque de moyens, qu'il y a de réelles difficultés de manque de moyens, et notamment de médecins disponibles, urgentistes notamment, il y a aussi un autre problème qui est celui de l'optimisation de cette régulation, et donc nous allons en parler demain pour essayer d'améliorer le système, et tous les acteurs de la santé, sachez-le, ont pris ce problème à bras le corps. Alors, est-ce qu'on aura la joie, le plaisir, le privilège d'avoir une plateforme publique de débat? Moi, j'aimerais vous faire débattre avec Sophie Blanc, par exemple, avec Jean Sol, mais aussi avec la maire de Cabestany, parce que c'est un débat qui dépasse les partis, et il y a une urgence du territoire qui nécessite un débat public pour conscientiser pas que les électeurs, les citoyens, puisqu'ils sont un peu les mêmes, et qui ne sont pas que des consommateurs de santé, pour leur dire, à un moment donné, on en est là, on veut aller là, et on vous explique comment on pourrait y aller selon les, entre guillemets, doctrines politiques de chacun. Est-ce que vous seriez prête? Parce que moi, j'avais dit à François, je dis François parce qu'on se connaît depuis longtemps, et je l'aime bien, ça serait urgent, parce que j'avais rencontré Henri, je parle d'Henri Sic pour les mêmes raisons,
et qu'eux soient promoteurs de débats sur la santé, mais en tant que vieux sages, de débats publics où interviendraient des élus en poste, etc., et que vraiment il y ait un débat public pour conscientiser les gens et qu'on parle plus de l'état de la santé, de la sécheresse. On va en parler ensuite rapido, parce que vous n'êtes pas conseiller en hydratation, mais limite. Oui, pour la beauté de notre département, Lauriane Jossand. Voilà, c'est ça. Voilà, et qu'on ait enfin des débats publics, parce que où on en est, et que ne surgissent pas comme un vortex des démons de l'enfer pour nous tourmenter, comme la sécheresse, la fermeture, etc., et qu'on soit mieux informés en temps, et qu'on soit quand on doit voter, alors c'est un peu plus compliqué parce que c'est des grands électeurs, c'est lié, en conscience, qu'on ait un consentement éclairé de savoir où on en est dans ce département et où on veut aller dans ce département. Ça me semble important, et il y a eu, si j'ose dire, un peu de relâche des médias locaux, parce qu'il ne faut pas compter que sur moi quand on sait à quel point je suis paresseux. Je suis pas là pour sauver le département. Si on compte sur moi, c'est un peu raté, quoi. Je suis de bonne volonté, mais il ne faut pas exagérer. Voilà. Donc, voilà. J'aimerais bien qu'il y ait des débats publics et qu'on stimule entre nous des plateformes. Voilà. Donc, là-dessus, on va passer sur le volet hydratation, si j'ose dire, du département. Alors, il paraît qu'il pleut pas assez, Lauriane. Enfin, c'est faux, parce que quand on voit mon patio, et là, on avait stocké des livres chez moi, donc non, il a plu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaires. Non, tout à fait, il a plu ces derniers jours, et tant mieux, nous en sommes ravis. Bon, pas assez pour rattraper le déficit. Il nous faudrait une semaine de bruine, à minima, quoi. On parle pour rattraper entre 30 et 45 jours de pluie en continu pour rattraper le déficit hydrique dans le département, donc c'est pas rien. Mais oui, voilà, malheureusement on vit un épisode de sécheresse, enfin un épisode qui maintenant dure depuis 2 ans, hein, quand même, voilà. Sécheresse terrible, qui a beaucoup d'incidences sur notre morale aussi à tous, parce que... oui, parce qu'il fait beau, mais justement c'est l'inverse. Malheureusement, bon, on n'est jamais content, mais alors, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a quand même un milieu économique qui souffre. En montagne, par exemple, je pense à la neige, parce que la version quasi solide de la pluie, c'est la neige. Et ici, il y a toute une économie, je pense à la Cerdane, qui est menacée au passage. Oui, mais pas que. On a toute l'agriculture qui en pâtit, de la Cerdagne, les éleveurs de l'Atlantique à l'Oural, comme on dit. Exactement. Jusqu'en Salanque, nos maraîchers, en passant par la viticulture. Et voilà, il y a un vrai problème pour l'agriculture. Il y a un problème aussi pour le secteur du tourisme. C'est la saison dernière où on a été tous confrontés à ces fermetures, ces restrictions d'eau et l'impossibilité de remplir les piscines, les copropriétés, des choses comme ça. L'hôtellerie a fait énormément d'efforts, les campings aussi, ils en font encore, mais c'est à chaque fois source de stress, parce qu'il faut s'adapter, il faut gérer tout ça de manière... Est-ce qu'il ne faut pas renoncer à certaines choses, par exemple Et oui, mais renoncer, c'est... Au golf, on vit dans un au ski, aux piscines, puisqu'après tout, il y a la mer. Oui, certes, il y a la mer, mais on a aussi un département qui a la possibilité de se développer grâce à cette option touristique qu'il ne faut pas négliger. Donc il faut trouver un juste milieu pour que des projets puissent émerger, tout en privilégiant le fait qu'ils soient vertueux sur le plan environnemental et écologique, parce que c'est l'avenir aussi. L'économie, parce que justement le promoteur du plan Racine, Monsieur Racine, qui est mort il n'y a pas longtemps, donc c'est lui qui avait généré à la demande via la data du général de Gaulle. Bon, ici, plutôt qu'ils aillent en Espagne, qu'ils fassent du tourisme de masse en Pyrénées-Orientales. Est-ce que c'est toujours valable? Est-ce qu'on ne doit pas recalibrer notre capacité touristique à ce qu'on a appelé du tourisme de qualité, ce qui veut tout dire et surtout rien, parce que c'est dans le détail que se niche le diable.
notamment du tourisme d'arrière-pays, et pas que tremper son cul dans l'eau, quoi. Ben, c'est un vrai sujet. Il faut, voilà, on a de toute façon, c'est une réalité aussi. Moi, je suis rapporteur au Sénat du rapport entreprise et climat. Ce dont on se rend compte, si vous voulez, en résumé, c'est que l'adaptation au changement climatique et cette prise en compte du volet environnemental par les entreprises. Donc là, pour parler des entreprises touristiques, vous en avez parlé avec Laurent Goz, le président de la CCI. Bien sûr, bien sûr. C'est cette adaptation, elle découle essentiellement d'une demande du consommateur lui-même, du client lui-même, et donc du touriste, si on va par là. Mais est-ce que le touriste est raisonnable? Est-ce que c'est demander à des enfants ce qu'ils veulent? Ils vont pas demander des frites tout le temps. Pas toujours, ça c'est certain. On a un vrai sujet là-dessus, mais qui est un sujet culturel, qui est un sujet de sociologie politique, du monde dans lequel on vit, comment se comportent les gens. La frustration est devenue un vrai problème. Et donc demander à certains de s'auto-limiter dans leurs aspirations, dans leur consommation, c'est effectivement difficile. Mais je crois qu'il y a quand même un changement de mentalité qui s'opère. Tout le monde se rend bien compte que... Est-ce qu'il sera assez rapide? C'est la question. Est-ce qu'on a le temps? C'est la question. Dépêche Mode posait cette question. Donc on parlait de Lénine qui disait que faire. Dépêche Mode disait « It's a question of time. It's running after you ». Ça vous court après. Oui, c'est la question. La vraie question, c'est que on a certainement pris du retard. Peut-être aussi lié une forme d'évidence. Là, nous, cette sécheresse, même si on peut espérer qu'il pleuve et que ça ne devienne qu'un mauvais souvenir. On peut même faire des processions. C'est la réalité est là. Donc, je pense que on a montré qu'on sait s'adapter. Et vous savez, moi j'ai été marquée par l'épisode du Covid quand même, où quand même on a expliqué à justement cette génération, pas que d'ailleurs, tous les Français, bien que du jour au lendemain il fallait tout arrêter notre vie sociale, se confiner. Donc, et les gens ont accepté, c'est-à-dire qu'en même temps, paradoxalement, c'est dans ce moment de jouissance extrême de tous les plaisirs que l'on vit historiquement. Jouir sans entrave, et là on vient de nous rappeler. Et on nous a demandé du jour au lendemain quand même de rentrer chez soi, ne plus avoir quasiment de vie sociale, et donc renoncer à nos libertés. C'est renoncer carrément à notre modèle de société. À notre modèle de société, on l'a fait. Les Français l'ont fait. Pas que les Français d'ailleurs, mais je parle pour nous. Oui, mais à un moment donné, bon. C'est donc il y a, même si c'était peut-être par peur évidemment du virus et par souci de sécurité et instinct de survie, je crois qu'à partir du moment où il y a un intérêt supérieur qui s'impose à nous et qui nous fait toucher du doigt que nous sommes mortels et que surtout la vie, mais le monde dans lequel nous vivons n'est pas éternel, je crois que les gens savent faire preuve de réactivité et d'adaptation, beaucoup plus qu'on ne le croit en fait. Donc moi j'ai bon espoir que... Oui, mais enfin il y a une espèce avec la société de loisirs, il y a une oubloumovisation de la société. Alors Oblomov, c'est un personnage dans Gorbatchev, un aristocrate qui décide de vivre sur son canapé et quasiment d'y mourir tellement il se trouve que par ailleurs il n'y a rien d'exceptionnel à faire à l'extérieur du divan qui est si agréable. C'est vrai que voilà, c'est un sujet, on a de quoi se poser des questions, mais je vous dis, je reste optimiste, je crois qu'on nous sert à la maison des plats, il y a Netflix, pourquoi sortir après tout, Lauriane? Exactement, mais c'est un vrai sujet, encore une fois, je ne le nie pas et je ne suis pas dans un optimisme béat, loin de moi cette idée. Je suis très lucide sur le monde dans lequel on vit, qui nous oblige quand même à nous interroger. Mais si je me suis engagée en politique, c'est aussi parce que je crois qu'on peut avoir encore de l'espérance. Parce que vous étiez avocate dans les épisodes précédents.
antécédents en administratif, si mes souvenirs sont exacts. Voilà, je suis juriste de formation, docteur Et en droit public, une thèse sur le droit constitutionnel. sur la liberté d'expression, sur la démocratie, sur le système dans lequel nous vivons, C'est justement. bien de se rencontrer, tiens. Et puis, bon voilà, après j'ai choisi d'accompagner les collectivités de différentes manières et de les aider, de les soutenir. Donc les élus locaux Oui, parce eux-mêmes, qu'ils ont bien besoin sûr. de conseils. Oui, Quand on est élu, on n'a sûr. pas comme Néo dans Matrix le téléchargement du Kung Fu et on ne sait Exactement. pas le Kung Fu. exactement. Ils ont vraiment besoin de conseils, de soutien, et eux aussi portent des projets pour assurer un avenir meilleur aux générations futures, à nos enfants. Et ce n'est pas évident parce qu'on vit dans un monde très complexe et où voilà, on a. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, c'est une C'est belle ça. formule, mais C'est ça. Avec un phénomène de responsabilité accru aujourd'hui, de par aussi le fait de la société dans laquelle nous vivons. Qui s'est, oui, parce qu'il s'est passé. Moi, je crois qu'il y a eu une déconstruction du contrat social et qu'il est urgent de le reformuler, de l'énoncer, et grâce à vous, en partie, pour qu'on recrée un contrat social pour éviter les désordres publics. Il y a de toute évidence un besoin de restauration de la confiance dans la chose publique et l'action politique. Ça, c'est certain. On en a besoin parce que notre société tient par ce lien de confiance, et notre démocratie, elle repose sur le fait qu'il y a à un moment donné une confiance dans nos institutions et dans ce système qui permet le débat. Et on n'est pas toujours dans la majorité, on n'a pas toujours le dernier mot, mais ce système est légitime parce qu'on considère qu'il prend en compte toutes les individualités et les différentes opinions. Voilà. Et c'est comme ça que le système peut perdurer. Aujourd'hui, il est vrai que il y a de quoi être inquiet lorsque l'on voit que l'on remet systématiquement en question la parole publique et l'action de nos élus, que ce soit des élus locaux ou des élus nationaux. Ils sont légitimes, ils ont été élus démocratiquement, et la société, bon voilà, aujourd'hui on est à l'heure des réseaux sociaux, du jugement rapide de tout le monde, surtout sur tous les sujets, et les élus sont en difficulté parce que ils sont très critiqués, invectivés, agressés même. Alors parfois à raison, et parfois le problème c'est que les gens ne savent pas, par exemple, Lauriane Josinde est sénatrice et ça correspond à un mandat en particulier. Il ne faut pas lui demander au-delà de son mandat. Enfin, elle peut le faire en tant que citoyenne en plus, mais voilà, un mandat définit aussi des possibilités. C'est vrai. Mais ce que vous dites est très vrai. Il y a aussi une méconnaissance. Voilà. C'est ça qui est paradoxal. On vit dans un système qui est un système démocratique formidable, et on a la chance de vivre en démocratie en France, et quoi qu'il en soit, même si le système n'est pas parfait, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait, mais de vivre dans un système voilà, où on a la chance de pouvoir s'exprimer, débattre et être élu, voter, etc. Et en même temps, les gens n'ont pas l'air de connaître pas suffisamment le système dans lequel ils vivent, parce qu'il n'y a plus... les gens me disent, la politique, ça ne m'intéresse pas. Voilà, et il n'y a plus d'instruction civique non plus. Ah oui, moi, en amont, voilà. Comme évidemment, on perd pied dans un système. Est-ce qu'il n'y a pas urgence plutôt de faire des trucs civils, etc., qu'à un moment donné, ou qui est plus dans l'espace public des émissions, et même locales, sur, à un moment donné, c'est quoi un mandat, pourquoi il est là, et qu'as-tu fait de ton talent, comme disait Jésus, qu'as-tu fait de ton mandat, voilà. Tout à fait. Il y a un besoin et donc pour répondre à votre sollicitation, comme je disais, il faudrait créer du débat, se faire connaître, etc. C'est important que... Et pas qu'à titre de votre propre publicité. Moi, je parle pour vraiment l'ensemble de tous les élus de l'espace des Pyrénées-Orientales. Exactement, ce qu'est un élu, quelles sont les différentes fonctions, quelles sont les positions. C'est quoi être président du conseil départemental? Voilà, exactement. Il y a un besoin de... C'est quoi Carole Delga?
Oui, non, il y a un besoin. Elle a une double région. Qu'est-ce que ça a changé à l'époque où on était dans le dos Il y a un besoin d'éducation au sens large, Voilà. encore une fois, de manière. Pour pouvoir créer une dialectique entre l'élu et l'électeur. Tout à fait. La démocratie gagne en qualité quand il y a justement ce partage d'informations. Parce que les électeurs sont une bande de feignasses aussi, je veux dire. Moi, j'aime bien accuser mon élu tous les matins, si tu sais pas pourquoi, lui, il le sait, mais ma paresse est une cause du désordre public. Il y a les deux, c'est-à-dire que personne n'est responsable à 100%, c'est un tout. Et donc, les torts sont forcément partagés. Comme une planche de fakir. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire avant de se quitter, Lauriane, qui est urgent de dire, sans quoi cette interview aura été inutile, j'en serais très meurtri. Qu'est-ce qu'on va dire? Écoutez, d'abord... L'avenir de la santé, de la sécheresse. Alors, est-ce que vous pouvez pleuvoir? Est-ce que vous avez une recette de danse dans la pluie pour mieux nous hydrater? Ça, ça sera certainement décevant. Saint-Galdric. Pour nos... faut prier Saint-Galdric. nos spectateurs, auditeurs. Non, moi, j'ai pas de recette miracle pour faire pleuvoir. Ça, voilà. On essaye de trouver d'autres solutions, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une combinaison de solutions qui soit mise en œuvre et assez rapidement parce que on a su faire des efforts, on sait supporter la frustration, mais les gens en ont un peu marre et ont besoin aussi d'avoir une vision d'avenir. Pour leur glaçon, pour le pastis ou le rosé. Oui, mais ils ont besoin d'une vision d'avenir. Le problème, c'est que la frustration elle est d'autant plus forte qu'on n'a pas l'impression ils ont besoin de prospective. Et oui, qu'on n'a pas l'impression d'en voir le bout, de voir quel est l'avenir. Donc c'est ça, ça c'est le principal sujet. Donc il faut, moi je vous disais, je crois en la politique, je crois qu'il faut qu'on s'inscrive dans cette dynamique. Pour la santé, c'est pareil, c'est d'améliorer les choses, de rassembler autour de sujets qui sont apolitiques au sens où c'est pas une question de droite ou de gauche. Il faut dépasser le corps de doctrine pour voir que notre intérêt, c'est qu'il y ait de l'eau et qu'il y ait des soins. Exactement. Nos deux urgences actuelles. Exactement. Les usagers, les citoyens, les administrés, les gens nous demandent d'être efficaces et d'apporter des solutions. C'est plus une question de parti, de bord. C'est qu'est-ce que vous faites pour nous? Déjà, c'est la question qu'ils vous posent. Voilà, donc à nous de nous engager pour leur montrer qu'on fait le maximum. On n'a pas de baguette magique, je ne sais pas faire pleuvoir. Vous avez le devoir de moyens, comme on dit en droit, mais pas le devoir de résultat. Exactement. Essayer d'approcher du résultat, mais ça dépend. Voilà, s'il faut y mettre les moyens. Le résultat est un idéal. C'est ça. Lauriane Josinde, merci. Merci. Et à plus tard, parce que je compte bien suivre la suite de vos aventures. Merci. Voilà. Merci.